le Trésor, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité, des produits manquants dans certains rayons. La menace de pénurie est bien visible et bien réelle. La guerre en Ukraine entraîne ces problèmes d'approvisionnement. Hommage aux vétérans aujourd'hui. C'est une tradition le 7 avril. Des cérémonies saluent la mémoire des soldats belges morts au combat. Laurent Henrard nous en parlera dans un instant. Deux des filles de Vladimir Poutine visées par les sanctions américaines. Les États-Unis ont en effet pris de nouvelles mesures, je cite, dévastatrices pour paralyser l'économie russe. Emmanuel Macron va-t-il rempiler comme président de la France? Le taux d'abstention pourrait être déterminant face à ses rivaux. À 3 jours du premier tour, nous ferons le point avec Antawar-Lop en direct. Et puis du skydiving dans ce journal de la chute libre en simulateur. La Coupe du Monde se tient à Charleroi, là où nous attend Simon Gérard. Bonjour à toutes et tous. Des rayons parfois vides dans les supermarchés. Vous l'avez peut-être remarqué. Alors, huile et farine sont concernés. Dans certaines enseignes, il y a encore un petit peu de stock, mais parfois les produits manquent. Et cela pose d'ailleurs problème à certains professionnels. Regardez le reportage de Stéphanie Lepage et Aline Delvoye. Ce boulanger ne vient habituellement pas dans un supermarché pour faire ses courses. Mais en plein ramadan, il lui manque de l'huile premier prix. Il écume les supermarchés à la recherche de ce qui est devenu une denrée rare. C'est le 5e de l'aise que j'ai fait. Parce que colorate, il n'y a pas déjà. Le colorate de grossiste, il n'y a pas. J'ai fait, il n'y a pas. Et j'ai essayé, espéré de trouver ici à Deleuze. S'il y a pénurie, c'est parce que la chaîne logistique a du mal à suivre. En effet, la prochaine récolte de tournesol et de colza ukrainiens risque d'être limitée. Les producteurs d'huile ont du mal à suivre la demande de consommateurs inquiets. Donc on a déposé les cartons d'huile par terre directement, c'est ce qu'on fait pour pouvoir les mettre en rayon. Et en fait, les clients prenaient directement dans le carton les produits qui étaient présents. Donc on n'a même pas le temps de les mettre en rayon et c'est pour ça qu'il y a certaines étagères qui sont vides totalement. La pression est également forte sur la farine et le sucre. Les prix augmentent. Ici, on prévient les clients du problème d'approvisionnement, mais d'autres enseignes rationnent les produits. Nous ne sommes que 2, nous sommes pensionnés, nous mangeons différemment. Vous adaptez déjà? Je m'adapte, mais je ne vais pas faire des stocks. Je fais confiance un petit peu. Voilà. Une confiance malgré de nombreuses incertitudes. La Fédération de l'industrie alimentaire prévient, près de la moitié des entreprises alimentaires belges pourraient réduire ou arrêter leur production dans les prochaines semaines. On pense directement au bidon d'huile de tournesol, mais il faut savoir que ça entre dans la composition d'un très très grand nombre de produits. On peut penser par exemple à tout ce qui est biscuits, à tout ce qui est mayonnaise, pâte à tartiner, etc. Donc il y a beaucoup de produits qui sont impactés. Et qu'on n'arrive donc plus à produire, ou au même coût en tout cas? Ni au même coût, ni parfois avec la même recette. Donc il faut reformuler. Bref, c'est toute la chaîne alimentaire qui est sous pression. Les prochaines semaines seront déterminantes en termes d'approvisionnement et d'impact sur les prix. Oui, la pénurie de matières premières, nous l'avons vu, les boulangers, pâtissiers y sont confrontés. À cela s'ajoute une hausse du prix de l'énergie. La rentabilité n'est plus la même. Alors à chacun sa solution pour essayer de garder le cap. Et pour certains, la seule solution justement, c'est la fermeture. Exemple dans le Hainaut avec Thomas de Brocaire et Thomas Deschamps. Entre les fours, les frigos et toutes les autres machines, une boulangerie-pâtisserie comme celle-ci utilise forcément énormément d'énergie. Un coût qui vient s'ajouter à l'augmentation vertigineuse du prix du sucre, du beurre ou de la farine. Pour ce commerçant, cela commence à faire beaucoup. On passe du simple au double sur certaines matières premières. Et donc ça, plus la hausse de l'énergie, ça fait beaucoup d'impact à essayer de trouver des solutions, quoi. Et pour le moment, la seule solution qu'il a trouvée, c'est de fermer 2 jours par semaine et de cesser de vendre certains produits. Lui qui ouvrait tous les jours espère ainsi réduire en partie les pertes. On est arrivé au point où qu'on ouvre ou qu'on n'ouvre pas, voilà, ça revient au même, surtout avec le prix de l'énergie. Et donc voilà, c'est plus simple de fermer 2 jours de suite et de pouvoir se reposer aussi un peu. Que de continuer à ouvrir en sachant que voilà, on ne va pas gagner beaucoup plus que quand voilà, l'énergie n'était pas à ce prix-là, quoi. Mais cela signifie forcément moins de travail pour son personnel, qui évite cependant le pire, car d'autres patrons ont fait des choix encore plus radicaux. Ici, la boulangerie ferme définitivement ses portes, laissant sur le carreau ses 2 vendeuses.
Obligée de vendre le pain toujours plus cher, elle se préparait depuis quelque temps déjà à cette très mauvaise nouvelle. Si on voulait vraiment entrer dans nos frais, on devrait doubler le prix du pain, 5-6 euros par pain au moins, pour dire de ne pas vendre à perte, quoi. Qui va acheter un pain à 5 euros? Il y a des grandes familles, maintenant c'est des classes moyennes, on a déjà du mal avec tout ce qu'on subit maintenant. Donc c'était soit continuer, faire faillite, ou arrêter tout juste. Et alors ils ont, après maintes réflexions, ils se sont dit, tout augmente et tout, il vaut mieux arrêter directement. Une lourde décision, puisqu'avec cet établissement, ce sont en tout 5 boulangeries partenaires qui ferment dans la région. Voilà qui nous amène donc à faire le point sur la guerre en Ukraine avec une zone d'attention à l'Est. C'est la cible prioritaire des Russes. Alors ils ont déjà conquis certaines villes. Nous les voyons d'ailleurs en rouge sur la carte. Mais d'autres sont encore aux mains des Ukrainiens. Pour combien de temps encore? Le récit de Bastien Delbar avec Alice Debatty. Ces hommes s'apprêtent à prendre en charge de blessés venant du front. Ils arrivent dans cette ambulance blindée. Nous sommes à Krasnopilia, un village verrou face à l'avancée des Russes dans le Donbass. Ils sont plus au nord, à moins de 10 km. Ici, les forces ukrainiennes perdent du terrain ces derniers jours. Mais malgré les difficultés, les soldats restent concentrés sur leurs préparatifs. Pour l'instant, nous regroupons nos troupes dans cette région. Tous les 2 jours, nous avons des nouveaux hommes qui arrivent. Nous allons défendre ces territoires et faire reculer les Russes. À 80 km, Severodonetsk, la ville la plus à l'est encore contrôlée par l'Ukraine, est la cible de tirs de roquettes et d'obus. L'appartement de Volodymyr a été bombardé il y a 2 jours. Nous avons entendu de nombreuses détonations et explosions. Et vous pouvez voir ici le résultat par vous-même, après le dernier mois de bombardement. Nous savons maintenant que ce sont des bombes. Je ne sais pas qui a besoin de cette guerre, mais c'est nous qui devons vivre ici. Si cet habitant compte lui rester ici, à Sloviansk, la ville que veut prendre Moscou, des bus arrivent de villages attaqués. Ses habitants espèrent pouvoir prendre un train vers l'ouest du pays. Nous devons sauver nos vies. Après, on reviendra et tout sera comme avant. Les jours à venir seront pour les civils de l'Est de l'Ukraine la dernière chance d'évacuer la région, ont averti aujourd'hui les autorités locales. Et les Russes semblent donc prêts à en découdre à l'Est, et ce, malgré les nouvelles sanctions américaines. Banques et entreprises sont visées. Explication avec Sandrine Lambiotte et Pascal Bustamante. Katerina Tikhonova est mathématicienne et sportive de haut niveau. Maria Vorontsova est endocrinologue pédiatrique. Ce sont les filles de Vladimir Poutine. Elles vivent en Russie, mais dans le cadre des sanctions contre leur pays, leurs avoirs américains sont gelés, tout comme ceux d'autres proches du président russe. We've seen a pattern over time of President Putin and Russian oligarchs stash assets and resources in the bank accounts and of their family members. And so this was an effort to get at those assets, and that's why these individuals were sanctioned. Ce sont les images de Boucha, des civils massacrés, qui donnent lieu à ces nouvelles sanctions. Plusieurs banques russes sont visées. Les États-Unis veulent infliger les dommages économiques les plus sévères possibles. We're locking down any accounts, any funds that those banks hold in the United States. They'll not be able to touch any of their money. They'll not be able to do any business here. And second, I'm going to sign an executive order that's going to ban any new U.S. investment in Russia. More than 600 private sector companies. Les pays membres de l'OTAN se sont réunis à Bruxelles au programme Plus d'armes pour l'Ukraine et des sanctions supplémentaires, des développements suivis de près en Ukraine. Aujourd'hui, les pays occidentaux ont annoncé un nouveau train de sanctions contre la Fédération de Russie. Les nouveaux investissements en Russie sont bloqués, des restrictions sont appliquées contre plusieurs banques systémiques en Russie. Des sanctions personnelles sont ajoutées, ainsi que d'autres restrictions. Ce paquet a un look spectaculaire, mais ce n'est pas assez. L'Union européenne est aussi occupée à élaborer son 5e train de sanctions économiques. Celui-ci devrait comprendre un embargo sur le charbon russe, une première en matière d'énergie. Les importations de gaz et de pétrole russe ne sont pas encore concernées pour l'instant.
À suivre dans ce journal, découverte de Keys, les clés de l'info pour les 15-25 ans. Via les messageries des réseaux sociaux, ils reçoivent les actualités incontournables. Rencontre aussi avec le nouveau patron du foot professionnel en Belgique. Laurine Pareil, c'est un homme au profil atypique, vous le verrez. Et puis visite de la Coutellerie du Roi. Cette mythique boutique bruxelloise change de main. Et puis, J-3 avant l'élection présidentielle en France. Premier tour dimanche avec un élément qui pourrait être déterminant, c'est le taux d'abstention. Nous allons en parler avec Quentin Warlop. Quentin, vous sillonnez l'Hexagone pour aller à la rencontre des Français. Et aujourd'hui, vous faites escale à Orléans. Oui, Ophélie, suite de notre road trip en France avec toute une série de reportages qu'on tourne depuis le début de la semaine. Et vous l'avez vu, vous l'avez entendu, il y a beaucoup de Français qui sont déçus par cette présidentielle, déçus et désintéressés par les différents candidats à la présidentielle. Résultat, beaucoup ont décidé de s'abstenir. Ils n'iront pas voter dimanche lors du premier tour de l'élection présidentielle. Et on annonce même ici en France une abstention record. Souvenez-vous, c'est 28,4% d'abstention. C'était en 2002 lors de la victoire de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Alors peut-on pour autant dresser un profil type de l'abstentionniste français? C'est très difficile à dire. Ce qu'on sait, ce qu'il y a une chose, c'est que les jeunes Français sont particulièrement désintéressés par la politique française et par ces élections en particulier. Et puis il y a une chose, c'est qu'ici où on se trouve, mais aussi dans plusieurs parties de la France, eh bien on est en vacances et donc ça ne force pas les gens à se déplacer. Alors oui, vous allez me dire, on peut voter par procuration, mais c'est compliqué. Il faut se rendre à la gendarmerie, il faut trouver une personne de confiance. Bref, c'est un peu compliqué. Je vous propose d'écouter d'ailleurs ces quelques réactions recueillies ici, dans la région d'Orléans ce matin. J'ai jamais voté de ma vie, à part il y a 5 ans. C'était la première fois. J'ai 62 ans. Et bien maintenant, je continue à voter. Et pour la simple et bonne raison, c'est que bon, tout ce qu'ils nous proposent, c'est que du vent, mais j'irai quand même voter. C'est beaucoup de promesses, beaucoup de vent, on sait pas, personne ne sait où on va en fait, voilà. Au fil des années, ça s'est dégradé, on ne sait pas ce que ça va donner. L'abstention, c'est une option? Ouais, j'ai pas envie. Donc, pourquoi? Voilà. Comme ça, c'est tout. Ça m'intéresse pas. Donc, voilà. Vous leur faites plus confiance? Ouais, c'est ça, tout à fait. Voilà le taux d'abstention clé de ce scrutin. Reportage à découvrir donc dans le JT 19h30. Merci Quentin. Alors la présidentielle française, c'est l'un des thèmes de l'actu du moment et pas toujours simple pour les plus jeunes de bien comprendre les enjeux. Et c'est là que Keys peut vous aider, vous donner des clés. Via les réseaux sociaux, de jeunes journalistes résument désormais cette actu pour les 15-25 ans et la RTBF soutient ce projet. Étienne Letellier, Nicolas Lejuste et Clara Weerts nous le font découvrir. Un petit message parmi les autres conversations Facebook ou Instagram, chaque jour à la même heure, un condensé de l'actualité directement dans votre boîte de réception, une formule qui convainc Lisaline. Il y a des jours où je me dis, bon, allez, aujourd'hui, je vais être une bonne citoyenne, je vais m'informer et je lis. C'est rare que je clique jusque sur l'article, sauf si c'est vraiment un article qui m'intéresse. Mais simplement, le gros titre, comme ça, déjà, je suis au courant de ce qui se passe en Belgique et je trouve ça déjà très bien. La force de Keys, c'est ce choix. Les utilisateurs reçoivent 5 actualités qu'ils peuvent approfondir ou pas. En suivant le lien vers l'article de la RTBF, Maëlys utilise Keys tous les jours. Je trouvais ça chouette d'avoir quelque chose d'interactif, d'assez chouette, de résumé aussi. Je pense que parfois, j'ai pas toujours envie de tout lire. Derrière ces messages se cachent 4 jeunes journalistes fraîchement diplômés de l'UC Louvain. Je sais pas, c'est à quelle heure Zelensky? Je sais pas non plus, bonne question. Il y a le direct, attends, je vais regarder. Chaque jour, elles scrutent l'actu pour proposer des infos adaptées au jeune public. Les actus du jour, des actus aussi qui sont susceptibles d'intéresser les jeunes, typiquement en culture, on va parler de festivals ou alors d'enseignement en info belge. Une information directement transmise sur les réseaux sociaux pour aller toujours plus près des jeunes. Ils sont demandeurs, mais parfois il faut aller un peu les chercher, les titiller, parce que s'informer, c'est pas toujours méga naturel. Il y a souvent, ce qui revient, c'est souvent le problème de l'infobésité, qu'il y a trop d'infos et du coup, ils s'y retrouvent pas. Mais on voit quand même un engouement par rapport à ce format quand il est court et résumé. Une façon pour la RTBF de se rapprocher un peu plus de ce public, consommateur timide d'informations.
Nous, notre ambition à l'RTBF, c'est d'aller toucher tous les publics, y compris les jeunes, et un enjeu démocratique est évidemment très important. D'abord parce que ces jeunes vont devenir des adultes demain, qu'ils ont le droit et qu'ils méritent d'être informés correctement. En plus de l'actu indispensable, quelques infos positives pour attirer encore un peu plus ces jeunes. Et voilà qui referme ce journal. À suivre la météo de Stéphane Piedboeuf et puis affaire conclue. Bon jeudi après-midi à vous et à demain.